Ces enfants ont désormais de bonnes raisons de craindre de disparaître ou d'être enlevés par des adultes avant de connaître, s'ils n'ont pas la chance, le même sort que Traoré Aboubakar Siddiq, alias Bouba, âgé de 4 ans, retrouvé mort quelque part à Angré, dans le district d'Abidjan, il y a seulement quelques semaines. Une vague d'enlèvement d'enfants secoue la Côte d'Ivoire et suscite colère et indignation depuis le début de l'année. Bilan officiel, 8 cas d'enlèvement d'enfants, dont 3 décès depuis le mois de janvier jusqu'au 7 mars dernier. Mais sur les réseaux sociaux, il ne se passe plus de jours que des annonces d'enfants enlevés ne circulent. Des informations qui restent toujours à vérifier. Une chose est au moins sûre, le phénomène d'enlèvement d'enfants continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive d'indignation. Sur toutes les lèvres, de nombreuses questions dont celle-là. Pourquoi les enfants sont-ils enlevés et assassinés? Chacun y va de son idée. Vraiment, ces trucs-là, nous, on se demande qu'est-ce qui se passe. Enlever un enfant pour aller se sacrifier, vraiment que Dieu même se souvient de ces personnes-là. Selon moi, c'est par rapport au moment d'élection, tout ça. Chaque année, quand il y a l'élection, il y a les enlèvements d'enfants, tout ça. Moi, je suis inquiet par rapport à ça. Moi aussi, j'ai un enfant. Peut-être c'est un problème psychologique. Hein. Ils ont des problèmes. Peut-être on leur demande de faire des sacrifices pour pouvoir avoir de l'argent. Donc, se permettre de les faire sans toutefois réfléchir, sans toutefois se dire que est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est bon. Dès les premiers cas d'enlèvement d'enfants, la riposte des autorités ivoiriennes ne s'est pas fait attendre. Ouverture d'enquête, interpellation sur fond de mesures de sécurité qui devraient donner la preuve de leur efficacité avec la fin du phénomène d'enlèvement ou de disparition d'enfants en Côte d'Ivoire. Avec 10 millions d'utilisateurs des solutions de paiement mobile pour un volume de transactions de 17 milliards de francs CFA, le numérique se positionne aujourd'hui comme un véritable outil de développement. Créateur de richesses et d'emplois, son avènement dans le secteur du commerce a considérablement bouleversé les habitudes des consommateurs en Côte d'Ivoire. Comment je peux dire que c'est une très bonne innovation, tandis que là, le client ne se déplace pas sur le lieu. C'est le client commande et cela vient à lui. On pense que c'est une bonne chose parce que ça permet aux personnes qui sont plus occupées au travail de pouvoir avoir accès aux choses plus facilement. Malgré ces avantages, le commerce en ligne comporte bien de risques. On voit bien sûr le site, l'article nous intéresse. Quand l'article nous revient physiquement parlant, nous voyons que ce n'est pas ce qu'on voulait. Et peut-être même après l'achat de l'article, on voit que la qualité, 2 jours après, il y a d'autres problèmes. Et lorsque tu les appelles par exemple, bon, ils viennent, ils ne sont plus responsables, c'est ce que nous disons souvent. Tu payes en ligne et après, si tu n'as pas reçu ton dû, comment tu vas faire? À qui t'adresser? Quand tu vas faire le commerce en ligne de façon virtuelle, il faut d'abord payer sur un numéro de compte bancaire ou bien soit un numéro que tu donnes. Mais ce numéro peut être piraté par des individus qui eux vont te voler. Encadrer le commerce électronique, protéger les droits des consommateurs et rendre accessible ces types de commerce aux consommateurs, c'est tout le sens de la Journée mondiale des droits du consommateur. Les consommateurs aujourd'hui ont besoin d'être sécurisés parce qu'il y a des consommateurs du numérique en Côte d'Ivoire. Il y a des consommateurs en Côte d'Ivoire qui font aussi des achats sur l'Internet. Alors il était important aussi que ceux-là soient instruits sur leurs droits. Assurer la protection des données à caractère personnel que les consommateurs mettent en ligne. Réduire la fraude et les arnaques sur tout ce qui est en ligne. Mais en même temps, pour nos populations, rendre l'Internet, sinon le numérique, accessible à tous. Créée en 1962, cette journée est une lucarne offerte aux consommateurs pour faire valoir leurs droits en vue d'une amélioration de leurs conditions de vie. Rendre les marchés digitaux plus justes pour les consommateurs, c'est le thème de cette 35e journée mondiale des droits du consommateur. Un spectacle de danse aux allures de théâtre. Un message fort évocateur. La compagnie Ngamb Art tient en haleine le public de l'Institut français d'Abidjan. De jeunes danseurs rivalisent de vigueur dans une chorégraphie bien agencée. Je ne prendrai pas la Méditerranée, c'est le titre
du spectacle de 1h10 offert par la compagnie Ngamb Art. Du rêve de l'Eldorado à la réalité de la désillusion du voyage, il n'y a qu'un pas. Un pas que la compagnie Ngamb Art demande aux jeunes Africains de ne point franchir pour éviter de tomber dans le piège de la Méditerranée, le plus grand cimetière du monde. Non, moi je ne prendrai pas la Méditerranée. Le voyage a eu lieu dans leurs rêves, dans leur tête et tout, mais du coup, une fois qu'ils sont au réveil, ils ont pris conscience que ce n'était pas une bonne chose. Ils se sont dit non, vu tout ce qu'on a vu dans notre rêve, je pense qu'il vaut mieux arrêter tout de suite, stopper tout de suite et commencer à se chercher ici. Là. La compagnie Ngamb Art est une troupe panafricaine qui comprend plusieurs nationalités, des artistes qui ont décidé de se lever pour se dresser contre l'immigration clandestine. Pour le Portugal, au niveau touristique, 2017 a été une année record. 20 millions de visiteurs, des recettes de plus de 14 milliards d'euros et plus de 53 000 emplois créés. Devant un tel afflux, il faut s'adapter. Dans la petite ville médiévale d'Óbidos, entre Lisbonne et Porto, la Pousada, l'hôtel historique, se voit dans l'obligation d'augmenter ses capacités d'accueil. Le tourisme, qui représente 12,5% du PIB, est aujourd'hui le véritable moteur économique du Portugal. Afin de profiter encore plus de cette manne, le gouvernement, via son programme Revive, a décidé de céder à des entreprises privées du tourisme son patrimoine abandonné. Et justement, à Elvas, dans la région de l'Alentejo, près de la frontière espagnole, c'est un ancien couvent abandonné qui est en train d'être restauré. Le groupe Villa Galé y investit 5 millions d'euros pour le transformer en hôtel. Pour l'instant, 33 édifices ont été sélectionnés pour être rénovés dans tout le Portugal. Les professionnels du tourisme sont confiants et prévoient déjà une année 2018 encore meilleure que 2017. 2011, la Syrie, en proie à un mouvement de contestation sans précédent contre le régime du président Bachar al-Assad au pouvoir depuis 2000. Les protestations qui s'organisent à la fin de 2010 et au début de 2011 dans le monde arabe, notamment en Tunisie et en Égypte, sont provoquées par le chômage, le prix des denrées de base, la situation des droits de l'homme, la corruption et la volonté de réforme démocratique. Des dizaines de personnes se rassemblent à Damas, répondant à un appel lancé via la page Facebook appelée « La révolution syrienne contre Bachar al-Assad 2011 ». Ce n'est pas la première fois que des militants essaient de mobiliser via Facebook, comme en Tunisie ou en Égypte. Le réseau social est censuré depuis 2 ans et demi par les autorités, mais les internautes parviennent à contourner l'interdiction en passant par l'étranger. Les manifestants qui battent le pavé réclament une Syrie sans tyrannie, sans loi d'urgence, ni tribunaux d'exception. Le mouvement prend de l'ampleur et s'intensifie à partir du 15 mars. Les manifestants prennent la rue dans plusieurs villes. Un nom deviendra aussi célèbre que celui de Mohamed Bouazizi, le jeune homme qui avait déclenché la révolution tunisienne en simulant par le feu. Cette fois, le martyr se nomme Hamza al-Khatib. Il est âgé de 13 ans et est mort pour avoir manifesté contre le régime syrien. Les autorités l'ont arrêté le 29 avril au cours d'une manifestation à Dera. Son cadavre a été rendu à ses parents près d'un mois plus tard, le 27 mai. Le jeune garçon a été torturé, mutilé. La télévision syrienne dénonce une manipulation. Les protestations se multiplient en dépit de l'intervention de l'armée et l'arrestation d'activistes. Le pouvoir tente ensuite de calmer le jeu avec la libération de prisonniers politiques, des changements au gouvernement et la levée de l'état d'urgence le 21 avril. L'opposition demeure néanmoins active. La répression fera plus d'1 millier de morts. De nombreux Syriens se réfugient dans les pays voisins comme la Turquie qui accueille 3 millions de Syriens. Le conflit syrien prend un nouveau tournant décisif quand la même année, l'armée américaine procède à des frappes dans la nuit sur une base militaire du régime. Cette première opération, selon Washington, était une riposte à une attaque chimique attribuée à l'armée de Bachar al-Assad. La guerre en Syrie, débutée en 2011, a fait plus de 320 000 morts et 5 millions de réfugiés.
principalement dans les États voisins. Quant au nombre de réfugiés, il a atteint 5 millions, soit un quart de la population selon l'ONU.